Merci de nous donner le temps d'expression démocratique sur ces 3 sujets d'importance que sont la PPE régionalisée, le réseau Sirena et la convention cadre avec EDF qui engage l'avenir énergétique de la région. Je vais commencer par la convention cadre avec la région et EDF, notamment sur la partie liée au projet EPR2 du Blayais. Ce projet qui, dans le meilleur des cas, serait opérationnel en 2050, sans pour autant résoudre tous les problèmes de risque et d'impact liés au nucléaire, et sans répondre au renforcement de la souveraineté énergétique régionale, parce que le nucléaire, il est dépendant d'importation d'uranium. Quid de l'uranium transformé qu'on envoie en Russie, notamment en ce moment avec le contexte de guerre avec l'Ukraine, et de l'approvisionnement du Niger. Je rappelle que Orano a été chassé du pays en décembre 2024. De plus, selon l'IRIS, qui est quand même un institut de relations internationales et stratégiques, janvier 2025 nous alerte sur les cours de l'uranium naturel qui ont connu une forte hausse depuis 2021. Enfin, apprenons du retour des expériences du seul et unique EPR2 français, Flamanville, c'est 12 ans de retard, et selon le récent rapport de la Cour des comptes sorti en janvier dernier sur la filière EPR, la Cour estime que le coût total à minima est de 23,7 milliards d'euros, évalué en 2006 à entre 3,2 et 3,3 milliards d'euros, soit au final un coût total multiplié par 7. Et la Cour des comptes précise qu'il est prévu une rentabilité médiocre. En 2025, les énergies propres font économiser 51 milliards à l'Europe. Le solaire en tête. Ce sont bien les énergies renouvelables qui renforcent la sécurité énergétique. Ne nous trompons pas d'énergie. Et n'en déplaise à certains, les énergies renouvelables, couvrent déjà 30% de notre consommation finale régionale. Et comme il est écrit dans la délibération, les énergies renouvelables sont le seul antidote contre les crises énergétiques et le pilier de la résilience des territoires. Nous partageons donc bien évidemment l'objectif de décarbonation de la région pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et aussi par rapport à l'impact financier, social et territorial et à la contribution ainsi de la lutte contre le dérèglement climatique. Nous saluons également l'ensemble des actions qui ont été engagées en ce sens, l'accompagnement de plus de 200 entreprises, le développement du réseau TER, le plan de rénovation des lycées qui, entre parenthèses, ont été, via un PPI, initié par les écologistes sur la précédente mandature, et pour le logement, pour l'accompagnement de l'animation des 130 conseillers France Rénov', avec un soutien affirmé à la rénovation globale et performante, et ce n'est pas neutre. Et à ce sujet, je tiens à préciser et à rappeler que dans toutes les régions n'ont pas fait ce choix de la Nouvelle-Aquitaine de soutenir ce service public de la rénovation de l'habitat, si nécessaire pour réduire la précarité énergétique dont souffrent les ménages les plus vulnérables. Alors nous saluons également la poursuite du soutien au réseau Sirena, dont nous sommes également à l'initiative et qui permet de placer le citoyen au cœur de la transition énergétique par la création des différentes sociétés citoyennes. La PPE régionalisée, qui vise le doublement de la production d'ENR à horizon 2035, est effectivement une opportunité, notamment grâce au PV et à l'éolien. Pour autant, si nous sommes d'accord sur les grands vecteurs énergétiques ciblés par la PPE régionale, que sont l'électricité, la chaleur renouvelable, le biométhane et les gaz verts, nous avons quelques points de vigilance. 1, sur le gisement biomasse. 2, sur l'origine de la ressource pour les réseaux de chaleur, je pense notamment aux déchets. 3, sur le dimensionnement des méthaniseurs et le volume, la qualité et l'origine des intrants ressources. Et sur l'électrification à outrance via les pompes à chaleur, notamment dans les logements non isolés. 1, l'isolation. 2, le recours à des équipements énergétiques décarbonés. Là où nous ne vous suivons pas, c'est sur le déploiement des biocarburants avancés et des électrocarburants, car cela contribuera à accroître une concurrence via les ressources biomasse agricoles et forestières utilisées par d'autres vecteurs énergétiques. Ces productions-là n'impactent en rien la réduction des factures énergétiques des ménages, des collectivités et des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine. Du reste, aucun objectif quantitatif spécifique aux biocarburants ne sont inscrits dans le SRADET, ni à horizon 2030, ni à horizon 2035.
Déjà, en octobre 2023, le magazine Usine Nouvelle, dans son article intitulé « La France va manquer de biomasse pour se décarboner », écrit « Malgré sa riche agriculture et ses forêts, la France va manquer de biomasse pour se décarboner. Le réchauffement climatique combiné à l'artificialisation des sols réduit les volumes disponibles, alors que divers scénarios prospectifs récents envisagent tous un doublement des usages de la biomasse non alimentaire. Tout le monde en veut, les collectivités locales, les industriels, les producteurs de biocarburants, mais tous ne seront pas servis. Les ressources en biomasse de la France ne vont pas suffire à couvrir ses besoins. Et en importer, ce n'est vraiment pas la solution. Cela fait des années que l'on dit que l'on a vendu 5 fois la biomasse dans ses différents usages, clamait Manuelle Wargon, la présidente de la Commission de la régulation de l'énergie, qui appelle aussi à une grande vigilance sur le sujet, d'autant plus que le changement climatique diminue le volume de biomasse. Un an après, en 2024, Thomas Virenque, le directeur général chargé de la prospection de RTE, renchérit en disant « Le bouclage offre-demande ne se fait pas sur la question de la biomasse ». Voilà. D'autre part, la PPE 3, qui émet plusieurs points d'alerte et définit la hiérarchisation de l'usage de la biomasse. Les usages non énergétiques sont prioritaires sur les usages énergétiques et les puits de carbone et l'usage matière. Le trafic aérien vient après dans les usages énergétiques à développer raisonnablement et sous conditions. Enfin, la directive européenne RED 3 pose les objectifs pour les transports d'ici 2030. Les carburants devront contenir au moins 29% d'énergie renouvelable ou permettre une réduction de 14,5% de leur intensité carbone. Elle demande également une évaluation de l'énergie et de l'usage de l'eau dans ces différents process, pour l'instant qui ne sont pas matures. Pour ce qui est des objectifs de réduction d'intensité de 14,5%, objectifs dont on ne parle jamais et qui ne sont pas présents dans cette délibération, qui impactent donc le volume d'émissions de gaz à effet de serre, il serait, nous pensons, qu'il serait plus judicieux et efficient d'y répondre en misant sur la sobriété du trafic aérien via une régulation que de vouloir à tout prix intégrer des biocarburants ou carburants de synthèse qui impacteront fatalement la ressource biomasse et l'environnement. Un projet comme ECO, ce n'est pas possible. Même si la biomasse est renouvelable, elle n'est pas pour autant infinie. Ne l'oublions pas. Alors, au regard des éléments que je viens de développer, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie. Merci.